Buongiorno bianconeri, c'est déjà la veille de Juventus-Inter de Coppa Italia, la semi-finale, double confrontation, double derby d'Italie. Et aujourd'hui, Massimiliano Allegri a parlé, mais on va dédier vraiment peu de temps à la conférence de presse d'Allegri parce que elle n'a pas eu des choses importantes. Là où je voudrais qu'on concentre un peu aujourd'hui notre réflexion, c'est plutôt sur la grosse bombe qui a explosé côté Liga avec des accusations vers Tebas qui vraiment jette une lumière vraiment inquiétante sur la UEFA et la gestion de la UEFA par rapport à l'affaire Super League. On va en parler. Tout d'abord, merci de liker et commenter la vidéo si le contenu vous plaît parce que c'est grâce à vous que la chaîne prenne de plus en plus d'ampleur et on gagne de plus en plus d'abonnés. C'est parce que vous commentez, vous likez. Et donc YouTube se dit que le contenu est intéressant et le propose à de plus en plus de monde. Donc je compte vraiment sur vous. Abonnez-vous si c'est la première fois que vous découvrez la chaîne. Et si vous voulez être mis au courant de toutes les prochaines vidéos, vous pouvez activer la petite cloche. Comme ça, dès qu'on est en live demain soir 20h pour voir ensemble le match Juventus-Inter ou que je sors une vidéo comme celle-ci, au moins vous êtes au courant tout de suite. Alors, la conférence de presse de Massimiliano Allegri, comme je vous disais, le contenu est un peu creux. Limite, elle a été beaucoup plus intéressante pour le non-contenu. C'est-à-dire que personne lui a posé justement la question de ses déclarations du Barcelone. Déjà, l'équipe avait sorti un article que j'ai retweeté ce matin par rapport... on va en parler après, mais voilà, personne lui pose la question et je trouve ça vraiment incroyable. Par contre, on lui pose la question sur les arbitrages et ça fait vraiment écho qu'on pose toujours ces questions-là inconfortables pour le mettre dans une situation d'embarras Massimiliano Allegri, et il s'en sort très bien à mon sens, et que de l'autre côté, Simone Inzaghi, le pleureur par excellence, le pleureur par excellence, il fait même pas de conférence de presse. Aujourd'hui, l'Inter a annulé la conférence de presse de Simone Inzaghi, sûrement parce que le moment est mauvais, et aussi que en ce moment, tout ce que Simone Inzaghi arrive à faire, c'est pleurnicher devant les caméras. Donc voilà, c'est une petite satisfaction personnelle pour nous de la Juventus. Et donc on voit Massimiliano Allegri se démêler avec toutes ces questions d'arbitre, les esquiver, aussi parler un peu du moment de l'équipe, mais surtout mettre un point d'honneur sur le fait que pour la Juventus, cette Coppa Italia est un objectif vraiment important. Et en lisant un peu entre les lignes, on peut entrevoir le fait que oui, la Juventus est potentiellement la favorite à passer aux tours successifs, aller en finale, mais uniquement parce que l'Inter traverse un mauvais moment. Donc la Juventus est en courbe ascendante, nos prestations montent, c'est-à-dire qu'on partait d'assez loin, vous le savez autant que moi, et mis à part le match de l'autre soir contre le Verona, on venait d'une série de prestations, ma foi, assez bonnes. Et l'Inter, au contraire, c'est une dégringolade. Je crois que dans les derniers 10 matchs, ils ont fait 9 défaites, un truc comme ça. Une statistique vraiment aberrante pour une grande équipe comme l'Inter. Tant que Massimiliano Allegri lui-même, dans la conférence de presse post-match Juventus-Verona, avait dit « un jour ou l'autre, ils vont eux aussi gagner, et donc nous, il faut qu'on soit prêt pour ça. » Les taquine bien, Massimiliano. Bon, on passe à l'argument un peu plus croustillant. On a été informé par la presse que, et j'utilise le verbe, non indicatif en fait, aurait, c'est le verbe qu'il faut utiliser. Le président Tebas aurait fourni des informations fausses, des fausses preuves, si vous voulez, pour que le Barcelone soit inquiété, soit inculpé, tout ce que vous voulez derrière, d'avoir payé les arbitres pendant blablabla. Tout un filon qui s'ensuit derrière. Waouh! On a bien dit aurait. Comme nous les Juventini, on aime bien qu'on nous applique la présomption d'innocence, j'ai le bon ton
de l'appliquer aussi à des personnages comme Ceferin et Tebas qui quand même n'ont pas été gentils dans la dernière année et demie envers la Juventus. Tebas qui se mêle à chaque fois des fêtes qui se passent sur la Serie A et qui se permet de dire la Juventus aurait dû être radiée par moi j'applique la présomption d'innocence. Donc Tebas aurait fourni des preuves qui inculperait le Barcelone. À cela, le Barcelone a réagi avec un communiqué de presse où ils ont demandé à Tebas de s'exprimer publiquement pour clarifier la situation et ont souligné que si cela était vrai, bah ils attendent la démission justement de Tebas. Je suis assez d'accord, ça sert à rien de le dire. S'il a fait quelque chose du genre, ça va même au-delà de juste poser sa démission. Il est passible d'un truc pénal. Il a essayé de faire inculper quelqu'un à tort. Mais le cher Tebas, on sait très bien qui tient sa laisse derrière. C'est monsieur Ceferin, le chef, le grand Manitou de l'UEFA, celui qui, quand il parle, il le fait que pour affirmer sa puissance suprême et tenir sous son joug toutes les équipes, et toutes les équipes rebelles, on va les punir. Et puis un tel a fait ci, et puis un tel a fait ça, et nous on est les gentils. Et en attendant... Ça bouffe ces gens-là. Ils bouffent l'argent des clubs, l'argent qui devrait aller aux clubs, qui sont ceux qui prennent les risques dans cette enterprise, dans le domaine du monde du foot, si vous voulez. Qui prend les risques? C'est les clubs, parce que les clubs payent des salaires, après il y a des assurances, rassurez-vous, en cas de blessure, etc. Mais ils payent aussi des salaires pour des joueurs sur lesquels on investit, par exemple, et après ils se révèlent pas être à l'auteur, donc c'est des investissements perdus, et pourtant ils ne récoltent que les miettes que la UEFA veut bien leur donner, avec ces trois pauvres compétitions, la Champions, l'Europa League, et maintenant la Conference League, mais qui ne donne que des miettes. Si je dois donner un ordre de grandeur, aujourd'hui, sur les 100% de l'argent qui rentre à la UEFA pour l'organisation et l'exploitation des droits télé des matchs qui sont vendus, à la fin, l'UEFA garde 70% et redistribue au club une trentaine de pourcents. C'est des chiffres comme ça, hein, ne prenez pas ça pour argent comptant. C'est pour vous donner une idée. Et eux, pourtant, ne prennent aucun risque. Donc voilà, la laisse de Tebas, c'est Ceferin qui l'a dans les mains. Donc tout ce que Tebas fait en ce moment, c'est parce que Ceferin lui demande. C'est vraiment un complot dans les plus hautes sphères de la UEFA. Et va savoir, j'ose même pas imaginer tout ce qui se passe derrière, avec tout ce qu'on entend du côté, disons, plus moyen-oriental, on va dire comme ça, de la UEFA. Et de l'ECA. Donc, va savoir tout ce qui se passe derrière et que nous, on connaît même pas. J'utilise toujours pas des affirmations assertives. Comme on dit, présomption d'innocence pour tout le monde tant que un tribunal n'aura pas statué sur ces questions. Moi, personnellement, je suis personne. Je connais peut-être... 5% de tout ce qui se trame réellement derrière, là où les journalistes qui lisent les papiers en connaissent juste un petit peu plus, disons 10%, mais après, c'est ceux qui vivent ces situations-là qui en connaissent beaucoup plus. Donc, présomption d'innocence, mais si tout ça c'était vrai, mais les gars, mais toute la merde qu'il y a sous le tapis, mais vous osez même pas imaginer, vous imaginez même pas toute la merde qui peut y avoir sous ce tapis-là. De toute façon, le plus il y a d'argent en jeu, le plus il y a des merdes sous le tapis. Et monsieur Ceferin, juste derrière, il prend la parole aussi, hein, attention. Il a relâché aujourd'hui une déclaration en disant « La Juventus, elle est accusée, et encore, il faut le remercier qu'ils disent « elle est accusée » et non pas « a fait ça », parce que, bon... C'est une tournure, hein, mais limite, merci, cher monsieur Ceferin, merci. Donc, il disait dans sa déclaration, la Juve est accusée d'avoir fait un faux bilan, le Barça est accusé d'avoir payé des représentants arbitraux, etc. Et va savoir qu'est-ce qu'il a fait le Real. D'où ça sort ? En fait, vous voyez, il se permet même d'aller sur un terrain qui aujourd'hui est totalement inconnu parce qu'il n'y a rien aujourd'hui qu'on sache sur le Real Madrid, mais il se permet quand même de l'attaquer, de l'associer
à Barça et Juventus en mode bah si les deux là c'est des scélérats, si c'est des fraudeurs, des mecs pas nets, vu qu'ils sont associés avec le Real Madrid pour faire la Super League, 2 plus 1 ça fait 3, et donc eux aussi ils doivent avoir de la merde cachée sur le tapis. Mais pense à la merde que toi-même toi caché sur le tapis, mais c'est vraiment un mec de mauvaise foi, j'ai jamais vu ça, enfin si, peut-être, mais il en tient plusieurs couches. Et cette situation, on peut l'interpréter de deux côtés, je pense. D'un premier abord, on pourrait se dire, ils sont tellement confiants de leur position, de l'enjeu économique qu'ils représentent, qu'ils se permettent de faire cette déclaration. Mais moi, j'ai une lecture un peu différente et je penche plus sur la deuxième. C'est-à-dire, bientôt, il y aura la Cour européenne qui va se prononcer sur le fameux recours que la Super League a fait. Donc la Cour européenne va devoir statuer si oui ou non la UEFA occupe une situation de monopole illégitime, parce qu'elle est à la fois organisatrice et détentrice des droits d'exploitation de ces compétitions internationales, qui elle-même organise, réglemente et après punit, parce qu'elle a aussi, disons, une forme de tribunal juridique, un peu comme la justice sportive italienne qui est en train de nous faire peiner en ce moment. La UEFA aussi a ces entités théoriquement indépendante de la UEFA elle-même, mais qui, au final, il y a une collusion importante, je pense. Et donc, on va savoir bientôt si oui ou non la UEFA a ce pouvoir-là, parce qu'on lui a octroyé, ou si plutôt, et très honnêtement, je pense que c'est plus logique de dire ça, non, c'est un marché libre, en fait, c'est la libre entreprise. Comme Free a pu venir sur le marché de la télécom française, disrompre le marché qui était détenu par 3 acteurs majoritaires, Orange, Bouygues et SFR, donc la Super League a le droit d'exister et de se mettre en concurrence avec la UEFA qui organise la Champions League, et le mercato décidera lequel est le mieux, qui va consommer quoi à ce moment-là. En fait, transformer ce qui aujourd'hui est un monopole en un oligopole, parce qu'on ne peut pas dire que ça soit non plus un polypole, ça se dit? Je sais plus. Enfin, c'est pas quelque chose qui est régi par beaucoup d'entreprises. Vous savez, il y a des marchés qui sont plus ou moins éparpillés, c'est-à-dire l'énergie. Avant, il y avait EDF, et après un peu Engie, et maintenant, le marché, il est hyper parcellaire avec des petits revendeurs d'énergie. Mais pareil, pour le sport, demain, peut-être qu'il y aura une dizaine de compétitions. Bon, je le souhaite pas non plus, mais je pense qu'il faut une alternative. Je pense vraiment. Bref, tout ça pour vous dire, moi, ma deuxième théorie à laquelle je crois un peu plus que la théorie simpliste de se dire ils sont tellement confiants en leur position de monopole, moi je crois que c'est plutôt l'inverse en fait. Je pense qu'ils sont en train de réellement se chier dessus et qu'ils utilisent cette communication très agressive depuis 1 an et demi justement pour que l'opinion publique se range de leur côté. Parce qu'il y a aussi une part d'opinion publique qui est contre la Super League. C'est dû surtout au fait que la Super League a été très mal communiquée à sa sortie. Vous vous souvenez, et si vous vous souvenez pas, allez chercher dans ma chaîne. Si je la retrouve, je vous la mets ici. Sur ma chaîne, j'avais fait une vidéo et une série de vidéos les jours où la Super League avait été annoncée. Et 2 jours après, ça fait un bid énorme. Bref, ça a été plutôt la faute de la Super League de mal s'annoncer. Déjà par des principes qui sont effectivement un peu trop non adhérents au monde du sport, là où il faut un certain degré de compétition et un certain degré de méritocratie. Eh bien, la Super League, effectivement, était trop élitiste pour comme elle avait été annoncée au départ. Donc, faute de la Super League, ça, par contre, Ceferin et les autres, ils ont bien marché sur ça, faisant passer les fondateurs de la Super League pour des salauds qui voulaient se faire de l'argent, alors que c'est ce qu'ils font, eux, depuis des années, d'ailleurs.
Et la création d'un parallèle à l'ECA, parce que je vous avais dit dans une vidéo il y a quelques jours, une autre nouvelle qui est passée un peu en sourdine, c'est que, vous savez, l'ECA, European Club Association, donc c'est l'entité qui est censée, je dis bien censée, être un peu le contrepoids de la UEFA et faire l'intérêt des clubs. Eh bien, aujourd'hui, vu l'amitié forte entre Ceferin et El Khelaifi, qui est président de l'ECA, aujourd'hui, c'est pas vraiment ça, hein. C'est pas vraiment l'ECA fait l'intérêt des clubs et le UEFA fait l'intérêt, c'est tout le monde fait l'intérêt du UEFA en fait. Bref, oh, moi je me retrouve une balle dans la tête si je continue à parler de ça. Bref, récemment, il y a un millier de clubs, donc vraiment beaucoup de clubs qui ont souhaité la création d'une entité parallèle à l'ECA pour représenter la voix des moyens et petits clubs qui se sentent vraiment pas représentés par l'ECA, parce que l'ECA déjà a du mal, par rapport à ce que je vous disais à l'instant, à défendre les intérêts des grands clubs. Alors imaginez les moyens et les petits, alors là personne ne les calcule. Donc il y a eu cette création de cette entité qui porte la parole des moyens et petits clubs. Et ça c'est vraiment symptomatique que le monde du foot ne va pas bien, qu'il y a un besoin que les clubs ne se sentent pas écoutés, pas représentés, qu'ils voient que la UEFA ne fait pas leurs intérêts. C'est vraiment symptomatique. Et tant que M. Ceferin et ses autres amis continueront à faire la sourde oreille, la chose ne s'arrangera pas. De cette situation, on n'en sort que d'un côté, si on donne le pouvoir au club. Parce que c'est un principe entrepreneurial vraiment simple. C'est lui qui prend les risques, récolte les bénéfices derrière. Quelle entreprise, quel domaine aujourd'hui a cette espèce de paradoxe où ceux qui prennent le risque, c'est ceux qui récoltent le moins au final. C'est vraiment incroyable. Et les fédérations au milieu de tout ça, parce que on n'a pas parlé beaucoup de fédérations, donc chez nous le cher Gravina et justement à la Liga le cher Tebas, qui devraient pourtant faire l'intérêt d'abord de leur propre fédération et après l'intérêt de la fédération de fédérations qui est en réalité la UEFA, eh bien les fédérations aussi mangent sur les dos des clubs. Parce que quand un club envoie un joueur en national, dans l'équipe nationale, et que ce joueur-là, par exemple, se blesse, oui, le club est indemnisé, mais à partir du 31e jour, alors je crois que c'est 31e, ça pourrait être le 61e, je me souviens pas si 30... En fait, il y a un délai de carence, si vous voulez, de 30 à 60 jours. C'est-à-dire, si la blessure dure 29 jours, t'es remboursé de rien du tout. Si la blessure dure 31 jours, t'es compensé, t'es remboursé par la fédération d'un jour. Parce qu'il y a un délai de carence de 30. Donc vous voyez toutes les aberrations quand je vous dis c'est les clubs à chaque fois qui prennent tous les risques et les fédérations mangent sur leur dos et la fédération des fédérations, la UEFA mange sur le dos de tout le monde. C'est ça aujourd'hui le système foot. Et tant que ça continuera comme ça, les clubs, soit ils ne voudront plus investir parce que c'est un risque d'aller t'acheter un Cristiano Ronaldo et qu'après tu as une pandémie mondiale qui ne te le fait pas exploiter pendant 2 ans pratiquement. Oui, c'est un risque d'entreprise et ça la Juventus l'a pris tout seul. Peut-être, je dis bien peut-être, qu'on aurait gagné la Champions League. Peut-être, parce que c'était ça le but. Hein, la Juventus a pris des risques, les gars. Qui l'aurait payé de ça? Personne. Qui mange sur le dos de la Juventus? Ces gens-là. Bon. Petit coup de gueule, parce que j'ai fait un plus de coups de gueule, je trouve, en ce moment. Mais parce que la situation est telle qu'elle, hein, avec les moins 15, avec tout ce qui se passe avec la UEFA. C'est vraiment dommage. J'ai créé la chaîne au début pour parler de foot. Le vrai foot. Celui qui se passe sur le terrain. Bon, j'avoue, une partie de moi-même, je savais déjà qu'il y aurait eu un bon 40% de contenu sur les polémiques, parce qu'autour de la Juve, il y a toujours des polémiques. Mais aujourd'hui, la tendance est clairement inversée. Je me retrouve à parler 80% de polémiques et 20% de ce qui nous passionne vraiment, ce qui nous fait battre le cœur. C'est-à-dire le ballon qui tourne, les gars.
Et le ballon va tourner demain soir, samedi soir. On sera en live à partir de 20h pour regarder ensemble Juventus-Inter. Demi-finale d'aller de Coppa Italia. Je vous y attends, soyez nombreux. Comme dit, likez, commentez, parce que ça aide énormément la chaîne pour sa visibilité. Et aussi, abonnez-vous si c'est toujours pas fait. Merci mes amis, bonne soirée et fino alla fine, forza Juve. Ciao.